Tijdens onze namiddagsessie gaan we dieper ingaan op het belang van het sociaal overleg binnen de onderneming, om dus draagvlak te creëren voor een meer duurzaam ondernemerschap. Ik geef dan graag ook meteen het woord aan professor Huip Huysse, hoofd van de onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling van het HIVA van de KU Leuven, die ons nadere toelichting zal geven bij de rol van het sociaal overleg bij duurzaamheidsrapportering. Goedemiddag. Super om hier een verhaal te kunnen komen doen over de link tussen CSRD en het sociaal overleg. En we hebben deze voormiddag al heel wat gepraat over de opportuniteiten die de CSRD stelt, maar ook de verplichtingen, een aantal onduidelijkheden. En ik denk dat met het verhaal dat ik ga brengen, dat ik vooral wil benadrukken dat we het sociaal overleg niet zozeer moeten zien als een bedreiging die het allemaal nog complexer maakt, maar eigenlijk als een opportuniteit om aan die nieuwe maatschappelijke verwachtingen te voldoen op het vlak van duurzaamheid. Oeps, ik moet natuurlijk op de juiste knoppen duwen. Toch wel belangrijk om nog eens te herhalen, het is deze ochtend al een paar keer aan bod gekomen, er is toch wel echt een verschuiving bezig in het denken over de rol van stakeholder betrokkenheid. En zeker als je ziet dan de evolutie van de vorige wetgeving of de vorige kaders naar de CSRD en ook de CS-Triple-D, waar ik het ook nog heel kort over ga hebben. In welke zin dan? Je kon eigenlijk in het verleden aan die NFRD-verplichtingen voldoen als bedrijf door eigenlijk grotendeels een desktop-oefening te doen, eventueel in samenwerking met consultants. Maar daar zie je dat de CSRD toch wel heel duidelijke informatie- en raadplegingsrechten definieert voor werknemersvertegenwoordigers. En dat is ook wel vrij uniek, zelfs binnen de verschillende wetgevende initiatieven rond due diligence. Dat komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen. Het is heel duidelijk dat de verschillende internationale kaders veel aandacht hebben voor stakeholderbetrokkenheid voor verschillende redenen. Natuurlijk is het belangrijk om met stakeholders te praten, omdat zij unieke inzichten hebben, betrokken zijn, expertise hebben en ook toegang tot netwerken. Het is een manier als bedrijf om je verantwoording en transparantie te bieden, ook ten opzichte van die stakeholders. Het kan ook bijdragen aan herstelmaatregelen. Belangrijk om die eventuele herstelmaatregelen ook op een goede manier te organiseren. En meer algemeen natuurlijk is het een van de manieren om ook te voldoen aan de internationale normen en verwachtingen. We zijn zelf ook met onderzoek bezig rond deze thematiek en het is interessant om vast te stellen dat gradueel nieuwe wetgevende initiatieven eigenlijk telkens meer aandacht hebben voor die stakeholderbetrokkenheid. En als je dat uitzet in deze 4 kwadranten, waar dat je horizontaal van vrijwillige aandacht voor stakeholderbetrokkenheid naar verplichte en verticaal van meer ad hoc consultatie en communicatie, waarbij dat de stakeholders eerder passieve ontvangers zijn van informatie en misschien ook een stukje een bron van informatie, naar meer, dat is dan bovenaan, meer structurele interactie, waarbij dat er systematisch contacten zijn, tweerichtingsverkeer en bijvoorbeeld ook doorheen de hele Human Rights Due Diligence cyclus. Dus we zien dat een heel deel van de nationale wetgeving rond due diligence zich eerder in dat linkse kwadrant bevindt van vrijwillig en beperkt tot consultatie en communicatie, terwijl de nieuwe wetgevende initiatieven meer schuiven naar dat verplichte luik en de CS-Triple-D zelfs ook een structureel engagement verwacht. Als we een beetje meer in detail gaan kijken van wat zegt de CSRD dan over stakeholderbetrokkenheid, en daarbij is het erg belangrijk om toch dat onderscheid nog even te maken. Voor een heel deel van de mensen hier aanwezig zal dat heel duidelijk zijn, maar
Stakeholderbetrokkenheid as such is eigenlijk een breder begrip, zowel in de vorm dat het aanneemt, het kader dat er rond zit, het regelgevend kader, maar ook de type van actoren en waar dat die actoren zich bevinden. Sociaal overleg is eigenlijk een onderdeel van die stakeholderbetrokkenheid met een eigen logica, eigen actoren, eigen procedures. En in deze sessie focus ik vooral op het luik rond het sociaal overleg. Opnieuw, helemaal niet onbekend voor een grote meerderheid in de zaal, denk ik, maar toch voor de mensen die er minder mee vertrouwd zijn. Dat sociaal overleg op ondernemingsniveau, dat speelt zich voor een groot stuk af in ondernemingsraden, works councils in het Engels, die dan over sociaal-economisch en financiële het beleid van de onderneming informatie krijgen, maar ook in dialoog kunnen gaan. Die raad zelf is paritair samengesteld en typische duurzaamheidsthema's komen aan bod onder de EFI, het EFI-luik, dus de economische en financiële informatie. Het is een soort van informatie- en adviesrecht voor de werknemersvertegenwoordigers. En zoals ook al eerder aangehaald, de rol van de bedrijfsrevisoren / commissaris is erg belangrijk. De CSRD is interessant omdat het een van de enige wetgeving is die zo specifiek focust op sociaal overleg. En dat begint al in overweging 52, die eigenlijk een hele beschrijving is waarom dit belangrijk is. Maar dan ook in artikel 19.5, meer specifiek, die sociale dialoog verankert in de richtlijn. En zoals ook al eerder gezegd, vandaag die duidelijk maakt dat er een verwachting is dat werknemersvertegenwoordigers worden geïnformeerd en dat de informatie ook kan besproken worden en dat eventuele adviezen vanuit de werknemersvertegenwoordigers ook gecommuniceerd worden naar het management. Er is echter nog veel meer aanwezig in de richtlijn en meer bepaald dan in de rapporteringsstandaarden, waar we het vanmorgen ook over gehad hebben. Dit is weer een andere visualisatie daarvan. Maar dus je hebt zowel artikels die verwijzen naar deze thematiek in de algemene principes, ESRS 1, dan ook in de algemene rapporteringsstandaarden. Komt het uitgebreid aan bod. En dan ook meer specifiek thematisch, vooral in het sociale luik, maar ook binnen milieu bijvoorbeeld in het luik rond biodiversity en ecosystems, want daar heb je typisch die problematiek van indigenous communities, waar ook stakeholder betrokkenheid als heel belangrijk wordt gezien. Dus een thema dat toch wel uitgebreid aan bod komt. Nog eens samengevat hier ook. Sorry, mijn eigen slides even niet mee. Dus hier wordt opgesomd in de verschillende standaarden waar het uitgebreid gaat over de stakeholderbetrokkenheid. Er is ook een definitie van het concept en daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de affected stakeholders, de getroffen stakeholders, en verder daarbinnen ook de gebruikers van duurzaamheidsrapportering wordt zeer uitgebreid op ingegaan. Binnen, en ik denk dat we het daar vooral vandaag over willen hebben, binnen die groep van affected stakeholders is het natuurlijk in deze context van sociaal overleg de eigen werknemers van een bedrijf en de werknemers in de waardeketen die erg centraal staan. Wat komt er dan aan bod in de CSRD meer algemeen? Er is een definitie van stakeholderbetrokkenheid, een doorlopend proces van interactie en dialoog, die de onderneming in staat moet stellen om te luisteren naar de belangen en zorgen en daar ook op te reageren van de belanghebbenden.
Daarnaast is er heel veel aandacht voor die materialiteitsanalyse. Daar wordt een centrale rol gezien voor stakeholderbetrokkenheid, zowel om inputs te voorzien als bepaalde problematieken te identificeren, zowel in negatieve als in positieve zin. Daarnaast zijn er ook verwijzingen naar andere aspecten van stakeholderbetrokkenheid, bijvoorbeeld in de bredere cyclus van human rights due diligence en daarbinnen ook specifiek dan access to remedy. Als we dan inzoomen op één specifieke standaard met betrekking tot workers in value chains, dus werknemers in de waardeketen, dan krijg je een idee van hoe dat geformuleerd wordt. Meer specifiek zie je dat men het heeft over het belang om te informeren over hoe dat de belangen, inzichten, rechten en verwachtingen van een aantal groepen aan bod komen in het beleid van de onderneming. En de value chain workers zijn daar natuurlijk heel belangrijk in. Maar daarnaast, dat is dan in artikel 5, wordt er ook expliciet verwezen naar het belang van wat dan wordt omschreven als legitimate representatives van die workers in value chains. En dat zijn dan typisch trade unions en ook work councils worden daar specifiek, dus ondernemingsraden worden daar specifiek opgesomd. Ook binnen de processen van remediëring zijn er expliciete verwijzingen naar het belang om daar ook stakeholders bij te betrekken. Ook wel interessant, want ook binnen de vakbonden is er natuurlijk aandacht voor dit thema. Men zet ook volop in op vormingen voor de eigen vakbondsleden. En als je dan gaat kijken van hoe zien de vakbonden zelf hun rol in duurzaamheidsrapportering, is het interessant om het materiaal van ETUI bijvoorbeeld te bekijken, die daar toch wel wat een voorloper in is. En waar er wordt gezegd van kijk, eigenlijk kunnen vakbonden gemakkelijk een rol spelen in het in kaart brengen van de bedrijfsactiviteiten, want die waardeketens zijn soms of regelmatig heel complex en ze hebben hun eigen netwerken om daartoe bij te dragen. Het identificeren van affected stakeholders natuurlijk is een belangrijke bijdrage die zij kunnen leveren, maar ook om bepaalde risico's, zowel veelal negatieve risico's, maar eventueel ook positieve praktijken te gaan duiden. En ook verder de verschillende acties die moeten gebeuren om daarin te gaan prioriseren en eventueel ook een input te doen over wat er in het jaarverslag zou moeten komen. Maar dat is niet het enigste. Dat is niet het enigste dat zijn niet de enige manieren waarop vakbonden binnen zo'n proces kunnen betrokken worden. Want typisch, stakeholderbetrokkenheid, waaronder die van vakbonden, kan nog breder zijn dan een rol in de duurzaamheidsrapportering. En ondertussen zie je dat er heel veel gidsen en rapporten komen die beschrijven van op welke manieren kunnen vakbonden een rol spelen in human rights due diligence. En dan omvat dat typisch, en dat zie je aan de rechterkant, zie je de verschillende stappen in de human rights due diligence cyclus. Bijvoorbeeld de gids van CMV, die daar ook gevisualiseerd staat, die heeft het over 26 verschillende acties die kunnen opgenomen worden door werknemersvertegenwoordigers op verschillende locaties in de waardeketen. De vraag stelt zich dan in welke mate staat het sociaal overleg klaar voor wetgeving zoals CSRD. En daar is een stukje een uitdaging, omdat er op dit moment recent heel weinig onderzoek gebeurd is over hoe ondernemingsraden omgaan met duurzaamheidsthema's. Een indicatie over het belang van het overleg
en meer specifiek het EFI-luik daarbinnen, vinden we in onderzoek die binnen ons eigen instituut heeft gelopen, maar ondertussen toch al dateert van 2014. En daar zie je dat zowel langs werknemerszijde als aan de kant van werkgevers men echt wel een hoog belang geeft aan die EFI-informatie. En zeker ook aan de rol van de bedrijfsrevisoren daarbinnen. Zoals eerder aangegeven, een belangrijke actor. En dat op zich ook de kwaliteit van het EFI-proces zelf. En daar hadden mijn collega's een mix gemaakt van een drietal criteria. Enerzijds zijn er voldoende competenties bij de werknemersvertegenwoordigers. Hoe zit het met de interesse van de werkgevers? En is de info die wordt voorzien, is die minimaal aanwezig? Voldoet die aan eisen? En dan zie je dat toch in bijna de helft van de gevallen het EFI-proces binnen het sociaal overleg als kwaliteitsvol wordt ingeschat. Dus op zich is daar een basis, maar we kunnen weinig zeggen over hoe dat specifiek voor duurzaamheidsthema's zit. Specifiek als je kijkt naar hoe verhoudt België zich voor dit thema, en dit is dan de frequentie dat EFI-informatie wordt verstrekt, zie je dat we daar ergens in de middenmoot zitten en dat er op zich nog wel ruimte is voor dit aspect. Samengevat, als je het benadert vanuit wat zijn nu de opportuniteiten om CSRD aan bod te laten komen binnen het sociaal overleg, denk ik dat we wel kunnen zeggen dat in België dat er een lange traditie is en dat we daarop kunnen verder bouwen. Dus daar is op zich een goede basis. En de CSRD biedt in zekere zin een nieuwe impuls om die duurzaamheidsrapportering te versterken. En het kan eigenlijk, en ik denk dat dat nogal eens over het hoofd wordt gezien, het kan ook het intern draagvlak voor dit thema vergroten binnen bedrijven. Op zo'n manier dat het voorbij het typische, en dat is de praktijk die tot op heden toch wel dikwijls gebeurt, het outsourcen naar consultants of de betrokkenheid van 1 of 2 medewerkers binnen een bedrijf, dat je het echt breder kan laten dragen via onder meer het sociaal overleg. Het is ook een manier, want we weten ondertussen dat revisoren ook bijkomend aandacht gaan hebben voor die stakeholderbetrokkenheid. Het is een manier het is een indicator om te tonen dat bedrijven dit serieus nemen als ze investeren in het sociaal overleg rond dit thema. We zien tegelijkertijd dat er voor milieuthema's in het verleden al hier en daar openingen zijn geweest, bijkomende regelgeving die het mogelijk maakt om dit thema uitgebreid aan bod te laten komen. Voor sociaal en governance thema's zitten we nu in een transitiefase. Maar ik denk dat het ook wel klopt dat we kunnen stellen dat de CSRD een stukje een voorbereiding is voor de wetgeving die er nadien aankomt, de CS-DDD, die opnieuw nieuwe verwachtingen stelt. Mijn tijd is bijna op waarschijnlijk. Maar er zijn natuurlijk, en die zijn ook al naar boven gekomen deze voormiddag, ook wel een aantal uitdagingen, onduidelijkheden. In essentie gaat het erover, denk ik, dat we nieuwe maatschappelijke verwachtingen proberen te vertalen naar de verschillende structuren. En één daarvan is het sociaal overleg. Wat dat betekent dat mensen rond die nieuwe thema's en nieuwe mechanismen, due diligence bijvoorbeeld, zich moeten inwerken. En we stellen denk ik allemaal samen vast dat de expertise en de capaciteit zowel langs werknemers, maar ook langs werkgeverszijde nog beperkt is. Er worden vormingen georganiseerd, er wordt onderzoek opgestart, inclusief mijzelf. We zijn meer en meer met dit thema bezig. Maar de noden zijn groot en er zijn beperkte middelen. Langs werkgeverskant is denk ik de uitdaging voor een stukje om voorbij die consultancy-aanpak te gaan en ook meer die interactie via bijvoorbeeld het sociaal overleg te laten gebeuren. We hebben het ook gehad over de KMO's en de meer indirecte manier dat zij hieraan worden blootgesteld, belangrijk om dat mee te nemen.
En specifiek dan het regelgevend kader, daar hebben we het ook al over gehad, hoe het nu vooral via de wet van 1948 wordt omgezet, maar de vraag blijft of dat toch ook het KB van 1973, of dat er ook geen nood is aan een herziening. Dus tot besluit, ik denk algemeen dat CSRD toch wel een gamechanger is, omdat het expliciete verwachtingen stelt met betrekking tot stakeholderbetrokkenheid en daarbinnen ook het sociaal overleg. Maar dat we op zich een basis hebben om hiermee aan de slag te gaan, maar dat er een aantal aandachtspunten zijn en dit is opnieuw een opsomming eigenlijk verder bouwend op het verleden. Dat waren denk ik mijn belangrijkste bevindingen. Misschien tot slot ook nog aangeven dat we vanuit onze onderzoeksinstelling ook van plan zijn om van start te gaan met actieonderzoek om specifiek te kijken hoe dit thema binnen ondernemingsraden aan bod gaat komen. Oké, van harte dank meneer Huysse voor deze toelichting en ook al een stand van zaken van jullie onderzoek, waar dat we zeker verder naar uitkijken. Dan denk ik dat het tijd is om ook eens het woord te geven aan enkele ondernemingen. On a invité Etias et Aperam. On commencera par Etias. Voilà, pour donner aux entreprises la possibilité d'expliquer un peu comment elles gèrent ces nouvelles obligations en matière de rapport de durabilité. Quelles sont les mesures qu'elles ont déjà prises à cet effet et quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées et dans quelle mesure les représentants des travailleurs, le conseil d'entreprise, sont-ils impliqués? Voilà. Als aanwezigen voor Etias zijn hier vandaag Sil Arnolds, Head of HR, Efrosini Lefka, de Head of Corporate Finance and Sustainability, en ook de heer Yves Leroux, die is afgevaardigde van de SETCA Etias van Luik. Voilà, je vous donne avec plaisir la parole. Voilà. Ja, werkt het niet anders? Met de pijltjes. Ja, goedemiddag allemaal. Dank u wel voor de uitnodiging dat we hier onze praktijk mogen voorstellen. Meneer heeft juist ons al even voorgesteld, dus ik ga deze slide passeren. Etias, even zeggen wie zijn we. We zijn een Belgische verzekeraar die al meer dan 100 jaar bestaat. We hebben 3 zetels, Luik, Hasselt en Eupen. We hebben ongeveer 1900 medewerkers. We zijn de derde verzekeraar in België. En we hebben zowel B2B als B2C klanten en we hebben regionale kantoren en inspecteurs. De kleurtjes die jullie daar zien, dat zijn eigenlijk onze waarden die we heel nauw, waar we heel fier op zijn en die we ook bottom-up hebben gerealiseerd samen met onze medewerkers. Die we heel nauw in alles wat onze beslissingen zijn, die we toch wel nauw dicht bij ons houden en onze beslissingen ook wel altijd in het kader van die waarden gaan nemen. Dus dat is klanttevredenheid, menselijk engagement en enthousiasme. Dat zijn eigenlijk onze waarden en die gaan zelfs ook terugkomen in ons verhaal over duurzaamheid. Dus duurzaamheid, bij Etias staat eigenlijk duurzaamheid niet in de kinderschoenen. Onze toenmalige head of HR, meneer Lallemont, hij is nu onze CEO, vond het heel belangrijk, alles wat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat noemde dan zo MVO vroeger, dat was dan lang voor alles wat ESG, dus het maatschappelijk verantwoord ondernemen, was voor Etias belangrijk. En in 2003, dus al 20 jaar nu, hebben wij een sociaal-ethische code opgericht met een oprichting ook van een paritair comité. Dus
om toch wel te zeggen dat we een hele historiek hebben waar we nu nog altijd op verder kunnen bouwen en waar Efrosini en haar team zeker ook wel de vruchten van kunnen plukken. Dus wat hebben we nog gehad? In 2004 hebben we eigenlijk een engagementcharter van ETIAS in de sociale economie. Wat wil dat zeggen eigenlijk, een engagement in de sociale economie? Natuurlijk, voor een bedrijf is winst maken belangrijk, maar we hebben daar ook in dat charter, dat nog altijd geldig is, ook gezegd van kijk, winst is belangrijk, maar ook het welzijn van de medewerkers. Dus als er winst wordt gemaakt, wordt er ook gekeken naar het welzijn van de medewerkers, dat ook wel voorrang krijgt. Dan hebben we in 2005 de ethische investeringscode, die jaarlijks wordt besproken in het ethisch comité, ondertekend. We hebben in 2006 onze diversiteitscel opgericht, waarbij we een eerste diversiteitscharter opgesteld en een eerste rapport sociëtal hebben we opgestart. Daar waren dus ook principes die al opgenomen zijn in verband met genderdiversiteit en dergelijke. Dus vandaar dat eigenlijk ook onze wortels zijn om eigenlijk te bepalen, waar eigenlijk daar onze wortels zit in het diversiteitscharter, waar we kunnen aantonen van kijk, op dit moment werken er meer dan 50% vrouwen dan mannen bij ETIAS zonder ons enige KPI vast te leggen. Dus we hebben nooit KPI's vastgelegd, maar het is dankzij het werk van eigenlijk al jaren en waarbij ook de top mee betrokken is, van 2006, dat we daar al mee aan het werken zijn, kunnen we dus nu ook heel mooie cijfers voorleggen. Dan hebben we in 2007 ook een label gelijkheid en diversiteit ontvangen. We hebben in 2008 start van de meeting van ons loonkloof, van koolstofvoetafdruk en actieplan. Dan hebben we in 2009 oprichting van de MVO-werkgroep. 2017 het eerste niet-financieel rapport voorgelegd. Dan hebben we in 2019 toen we juist 100 jaar zijn, want in 1919 zijn we opgericht eigenlijk vanuit een mutualistische gedachte, dat verschillende gemeentes zich hebben samengevoegd 100 jaar voor 2019, hebben we eigenlijk een mooie een label gehaald of een trofee behaald voor het niet-financieel verslag, waar we toch wel heel fier op waren dat we dat ontvangen hadden. En dan in 2023 hebben we een update gemaakt van onze diversiteitscharter en noemt het nu D&I-charter. We hebben ook een wellbeingstrategie opgericht, waarbij we dan ook weer tonen van kijk, welzijn is belangrijk voor onze medewerkers. En het eerste geïntegreerd niet-financieel rapport. Hier even in een notendop wat we allemaal al 20 jaar aan het doen zijn. Ik ga nu even verder inzoomen op 2003, die sociaal-ethische code. Ik heb daar juist al gezegd van voor ETIAS het maatschappelijk verantwoord ondernemen was belangrijk. En hebben we ook die sociaal-ethische code opgericht, waarbij we onze normen en onze waarden, die bottom-up zijn vastgelegd, hebben we eigenlijk in dat sociaal-ethische code opgesteld. Samen met de sociale partners, met onze vakbonden, is die sociaal-ethische code vastgelegd en ondertekend. En is er ook een ethisch comité opgericht. We hebben hier duidelijk in gezegd, ook die sociaal-ethische code is ook in onze arbeidsreglement toegevoegd, waarbij we dus in de ondernemingsraad, als we daar wijzigingen zouden aan willen doorvoeren, moet dat voor de ondernemingsraad passeren. We hebben nu onlangs, Yves, onze arbeidsreglement aangepast en dan zijn het ook die codes die nog eens herbekeken worden om te kijken van, zijn dat nog dingen die we effectief ook doen? Is dat nog het juiste wat daarin staat? Dus daar is een belangrijk werk in onze ondernemingsraad dat we die sociaal-ethische code hebben vastgelegd. Dan hebben we natuurlijk onze
ethisch comité. Jullie willen zeggen, wat is dat? Eigenlijk is dat voortgevloeid uit het behalen van het sociale label voor de brandverzekering. En de eerste taak was eigenlijk van het ethisch comité is de conformiteit nagaan van de toekenningsvoorwaarden van dat sociaal label. Maar ze heeft ook een ruimere opdracht gekregen, namelijk kijken van welke dingen kunnen we nog invoeren binnen ETIAS in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik heb daar juist ook gezegd, de investeringscode wordt daar ook besproken. Dus onze leden van het ethisch comité krijgen een inzage in onze investeringscode, dus waar we overal gaan in beleggen. Dus ook is het comité, hebben zij eigenlijk een adviesraad of een advies, kunnen zij raad geven aan het directiecomité. Dus, ik zal even verder gaan. Dus, ik zal zo, voilà, de opdracht erbij. Dus dat we daar ook wel een ruimere bevoegdheid hebben voor onze sociale partners. Want hier zitten dus 12 vertegenwoordigers van de directie en 12 vertegenwoordigers van ons personeel. Er zit ook iemand van de interne audit en compliance officer en de voorzitter is onze CEO. Dus in dit ethisch comité wordt eigenlijk alles besproken omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen en is toch wel een belangrijk orgaan. Het komt minstens 1 keer per jaar samen. Bijvoorbeeld vorig jaar hebben we aan de leden van het ethisch comité een vorming gegeven in het kader van alles wat duurzaamheid is. Dus dat zij daar ook kunnen van genieten eigenlijk. En dat ze eigenlijk ook een beetje worden, alles wat er nu op poten staat in Europa, dat zij ook wel doordrongen worden met de materie. En dan hebben we ons eerste niet-financieel rapport in 2017. Dit is ook samen met de leden van het ethisch comité. Dankzij de mensen van het ethisch comité moet ik eigenlijk zeggen dat dat is tot stand gebracht. Daar hebben we redelijk wat stakeholders van het heel bedrijf, maar ook de sociale partners spelen daar een rol. Zoals meneer juist ook al zei, dit wordt besproken in onze bijzondere ondernemingsraad EFI. De medewerkers en de sociale partners kunnen vragen stellen, waar ook onze bedrijfsrevisoren aanwezig zijn. Dus daar dat we toch wel een bijzondere aandacht aan schenken. En ik moet zeggen, onze sociale partners lezen dat ook wel en kijken ook wel dat er dingen worden gerapporteerd. En stellen daar ook de juiste vragen en zijn daar ook wel heel geïnteresseerd van dat niet-financieel rapport, dat nu een geïntegreerd rapport is geworden, hè, Fresini? Voilà, ik zal vallen. Voilà, bonjour à toutes et tous. Micro. Allô? Oui. Oui. Sorry. Allô? Oui. Okay. Bonjour à toutes et tous. Donc on va passer en français. Cécile vous a présenté tout l'historique le parcours d'ETIAS dans son trajet vers plus de durabilité. Ici, on arrive à 2023 où on a publié notre premier rapport intégré, rapport financier et non financier. C'est important parce que les rapports financiers, c'est toujours de façon tout à fait traditionnelle quelque chose de très sérieux, très réglementé, avec toutes les règles de l'audit derrière. Le but de l'intégration du rapport non financier dans le rapport financier, c'était justement de lui donner ce poids supplémentaire, de lui permettre d'inspirer la confiance vis-à-vis des lecteurs qui s'intéressent à tout ce que l'entreprise peut offrir comme valeur ajoutée et comme impact. Et donc, c'était le message du président ici dans le rapport annuel 2023 qui expliquait que la durabilité, c'est dans le cœur de toute l'activité d'ETIAS. Et par son apport, son intégration dans le rapport financier, ça lui donne aussi tout le poids et toute l'importance que ETIAS, son management et ses employés
accorde à ce qui est la durabilité et les efforts qu'il faut faire pour une transition plus durable. Tout ça nous amène à la stratégie d'ETIAS en termes de durabilité. Vous pouvez voir bien sûr le schéma classique avec le E, S et G, donc environnement, social et gouvernance. Au niveau de l'environnement, ETIAS est engagé dans la trajectoire vers la décarbonation avec un engagement vis-à-vis de SBTI. Pour ceux qui ont entendu parler, c'est Science Based Targets Initiative, et donc qui permet de, encore une fois, donner plus de crédibilité dans ce trajet vers la décarbonation. Donc ça nécessite un plan de transition qui est validé par cet organisme, le SBTI, et qui valide le fait que ce plan de transition nous mène bien vers une conformité avec l'accord de Paris, et donc une limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc ça, c'est un engagement très fort de la part d'ETIAS sur lequel le management s'est engagé et met en place donc, toute la trajectoire. Au niveau sociétal, ça c'est encore plus dans les gènes et dans l'ADN d'ETIAS. Comme l'a expliqué Sil, c'est quelque chose qui est déjà bien ancré dans toute la trajectoire, mais aujourd'hui, on est dans un processus de reporting où on va devoir expliquer avec des KPI, des indicateurs bien précis sur comment on met des choses en place pour avoir un impact positif et certainement ne pas avoir un impact négatif sur la partie sociétale et en particulier sur la partie des travailleurs qui travaillent pour l'entreprise, qui est évidemment une partie des stakeholders très importante. Au niveau de la gouvernance, c'est évidemment quelque chose qui est très important pour ETIAS, d'où évidemment aussi son nom, hein, donc éthique. Donc c'est important de pouvoir se reposer sur des règles bien ancrées et bien respectées pour inspirer aussi le respect, pour inspirer aussi l'exemple au niveau de la société dans laquelle ETIAS opère. Sur le côté du slide, vous voyez les 10 essentiels, et on va se focaliser sur le 9e, mais qui n'est pas le moindre évidemment, qui est l'engagement qu'on a avec nos stakeholders. Vous avez peut-être déjà entendu parler du concept de la double matérialité, qui est un concept de la CSRD. Qu'est-ce que ce concept amène? C'est qu'une entreprise, d'autant plus une entreprise importante, elle peut avoir deux types d'impact. Donc un impact qui est vis-à-vis du climat, hein, et vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la gouvernance. Il y a un impact qui est de l'extérieur vers l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est un impact financier, comme vous le voyez du côté gauche de ce schéma. Donc c'est comment est-ce que les risques climatiques, sociétaux, de gouvernance peuvent impacter l'entreprise, et comment est-ce qu'on peut aussi avoir des opportunités à travers ces évolutions, à travers ces risques, etc. Donc ça, c'est très important pour l'entreprise, pour pouvoir dire comment est-ce qu'elle peut naviguer à travers cette transition pour éviter les obstacles, et de l'autre côté, pour pouvoir tenir compte des éléments nouveaux qui vont apparaître à cause justement de ces évolutions et qui pourraient justement générer des opportunités. Donc ça, c'est très important pour l'entreprise. Il faut en tenir compte, et il faut aussi expliquer vers l'extérieur comment est-ce qu'on tient compte de tous ces éléments. Mais d'un autre côté, il y a le côté impact de l'entreprise vers l'environnement et vers la société, et vers l'exemple qu'elle donne au niveau de la gouvernance. Et donc ça, c'est le côté inside out. Donc c'est l'impact de l'entreprise vers la société, vers l'environnement. Et donc là, c'est dans cet aspect-là qu'on doit mesurer, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre pour
savoir à quel point on est pollueur ou on participe au réchauffement climatique et comment est-ce qu'on va réaliser des progrès pour aller vers la décarbonation. Ça, c'est évidemment un exemple parmi d'autres. Et donc, l'exercice de la double matérialité, il est fait pour comprendre finalement qu'est-ce qui est important pour l'entreprise, tant au niveau financier qu'au niveau impact. Au niveau financier, les choses sont un petit peu différentes par rapport à l'impact parce que celui qui connaît le mieux l'entreprise, c'est quand même l'entreprise elle-même. Donc, c'est les départements risques, c'est le management, c'est évidemment les départements qui sont dans le cœur de l'activité et qui peuvent mesurer les impacts potentiels d'une évolution au niveau du climat ou d'une évolution sociétale, etc. Donc, la partie financière, la partie enquête d'impact financier, il est mené de façon interne. Par contre, la partie impact inside out, donc impact sur l'environnement, impact sur la société, il est mené de manière beaucoup plus large à travers les différents stakeholders, parce qu'on peut avoir des impacts dont on ne soupçonne pas l'existence. Et c'est ça l'idée de la CSRD, c'est de dire il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les oreilles, il faut entendre la voix de tous les stakeholders qui nous entourent. Même si nous-mêmes, on a l'impression que non, on est tout bon, on est OK, on est dans les règles, il est possible qu'il y ait des gens qui n'ont pas encore eu l'opportunité de s'exprimer. Et donc c'est ça qui est le grand message de la CSRD, c'est de prendre la peine et faire l'effort d'aller vers tous les stakeholders et de demander leur avis. Donc ça, c'est pour la CSRD, donc elle est d'application là, à partir de l'année prochaine sur le rapport 2024. Mais évidemment, il faut préparer tout ça. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut se retrouver à connaître les avis des différents stakeholders. Donc ETIAS a pris les devants et il a démarré son premier exercice de double matérialité l'année passée, en 2023, pour donc, le rapport 2023. Et il a présenté les premiers résultats. Alors, les stakeholders, c'est qui? Donc, d'abord, dans cet exercice, il faut identifier qui sont tous les stakeholders. Et évidemment, il y a les internes et il y a les externes. Dans les internes, il y a autant le management et le conseil d'administration que les employés et que les syndicats, les filiales et tout cet écosystème interne. Et de l'autre côté, en externe, on a les clients, bien sûr, avec les clients corporate, les clients retail, et aussi les organisations, les associations professionnelles, les fournisseurs. Voilà, ça, c'est les grandes catégories. Et on a envoyé vers chacune de ces catégories des formulaires avec les questions, avec évidemment des thématiques bien spécifiques qui concernent l'ESG, pour leur demander est-ce que vous pensez que ces thématiques devraient être prioritaires pour ETIAS. Et c'est grâce à leurs réponses, à leur réactivité, qu'on a pu récolter les avis qui ne nous ont pas vraiment surpris finalement parce que les résultats ont confirmé les points importants qui faisaient déjà partie de notre stratégie, mais qui au moins renforcent notre motivation pour dire que oui, on a un rôle à jouer et on est attendu par rapport à ces thématiques. Donc voilà pour les concepts. Donc c'est ici que j'aurais dû changer les slides, où vous voyez les différents stakeholders et schématiquement sur la droite, ce schéma il est repris dans notre rapport annuel. Les membres du personnel évidemment et les syndicats étaient des parties prenantes dans cette initiative, et en particulier les syndicats ont été contactés par le président par mail personnellement pour pouvoir recueillir leur avis et leur voix. Voilà, donc je pense que c'est bon, ça fait. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, au niveau des partenaires sociaux, nous sommes régulièrement en contact avec la direction. On a, si je ne me trompe, minimum 4 réunions par mois. Conseil d'entreprise, CPPT, 2 réunions de délégation syndicale, voire plus quand les dossiers sont nécessaires. Et comme s'il l'a expliqué, nous faisons également partie du comité d'éthique, ce qui nous permet de pouvoir effectivement participer à l'élaboration, la mise à jour
du compte de conduite de l'entreprise et de bien vérifier que ça correspond aussi à nos valeurs à nous. Notamment, on peut voir les investissements, quelles entreprises sont choisies et celles qui ont été supprimées parce qu'elles ne correspondaient plus justement à ces valeurs. Donc au niveau de l'écologie, nous sommes également, soit on propose des initiatives, soit on nous les propose et on en discute. Et c'est vrai que parfois, il y a des choses intéressantes. Donc ici, le but chez ETIAS, c'est juste pour 2030, si je ne me trompe, c'est de verdir le parc automobile d'ETIAS. Donc on est dans une transition vers le full électrique. Il faut accompagner les collègues parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à changer. Il faut voir les conditions familiales et autres. Donc ça, c'est une réflexion à avoir avec eux. La mobilité douce est un élément important chez nous. Le vélo, il y a quand même pas mal de personnes qui viennent à vélo. On essaie de changer un petit peu les mentalités. D'autant plus qu'à Liège, je pense que un peu partout en Belgique, ici dans les grandes villes, pour se déplacer, pouvoir se garer, ça devient de plus en plus difficile. Donc ici, on essaye un petit peu de changer les mentalités et on participe à des ateliers justement pour pouvoir un petit peu voir vers quoi on peut s'orienter et vers quoi le personnel pourrait répondre favorablement. On a d'ailleurs chaque année, je pense, un système où le personnel peut encoder ses kilomètres, faire vélo ou autre, et on est quand même souvent récompensé, je pense, à ce niveau-là. Le home working, forte demande du personnel, puisqu'on voyait ça dans toutes les autres sociétés. On a peut-être eu la chance d'anticiper le Covid, puisqu'on avait commencé juste avant, donc on avait un petit peu déjà l'habitude de travailler à domicile. Et là aussi, il va falloir accompagner les collègues pour pouvoir justement veiller nous aussi à ce que certains voudraient faire du home working 100%, mais bon, il y a quand même un rôle social et éviter l'isolement des collègues. Donc on intervient également là-dedans. Et alors, au niveau du changement climatique, on a eu la possibilité de suivre justement un petit atelier, je l'ai noté ici, c'était la fresque pour le climat. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler. C'était très intéressant. Donc, on a été conviés en tant que représentant du personnel à participer à cet atelier. Et on a été également là pour promouvoir cet atelier auprès des collègues qui ont pu participer également à ce petit échange. C'était très intéressant. Au niveau sociétal, on est là pour veiller effectivement à la politique de diversité et d'inclusion. On essaie que tous les employés d'ETIAS soient traités de la même manière, que ce soit des hommes, des femmes, suivant la langue, suivant les handicaps, les origines. On avait d'ailleurs proposé lors du dernier comité d'éthique le mentoring at work qui permettait d'accompagner des immigrés dans l'intégration dans la société. Donc, en résumé, effectivement, on a une collaboration quand même assez étroite et régulière avec la direction. Bon, ce n'est pas toujours évident, mais on y arrive. Donc, on essaye d'améliorer justement ce qui peut être fait. Ça permet d'améliorer la réputation de l'entreprise et de créer un environnement de travail plus sain et équilibré pour tous les employés. Et il y a des démarches qui sont entreprises et qu'on soutient, notamment, par exemple, ce mois-ci, au mois d'octobre, c'est le mois du bien-être, où les collègues peuvent se faire masser pendant 1 heure, participer à des ateliers, par exemple, sur les HBO. Voilà, l'HBO, donc le premier soin, etc. Donc il y a des initiatives qui sont quand même très intéressantes proposées par la direction et qu'on soutient. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience au niveau de ETIAS, avec déjà une très longue expérience dans le maatschappelijk verantwoord ondernemen et ce que vous faites maintenant dans le cadre du CSRD. Voilà, we gaan van de verzekeringssector naar een heel andere sector. Dan komen we bij roestvaststaalproducent Aperam terecht. En daarvoor hebben we hier meneer Carlo Mortin. Merci beaucoup. Voilà, het woord is aan u. Merci. Il y a aussi une Voici la présentation. Oui. On partage la présentation entre-temps. Voilà. Ja. Voilà. Aperam, yes, et on partage. Voilà. Et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Je pense que ma présentation va être tout à fait complémentaire avec ce qui a été dit auparavant, puisque je vais essayer de m'attarder un peu plus sur les implications concrètes au quotidien dans la mise en application
pour un groupe industriel. Et vous verrez que ce n'est pas neutre en fonction du secteur dans lequel on se trouve et des localisations où les entreprises se trouvent, où les plaintes se trouvent, les usines. Aperam, quelques mots sur Aperam tout d'abord. Donc Aperam, c'est plus de 11 000 personnes dans le monde. C'est des implantations industrielles principalement en Europe et... Pardon, je ne sais pas qui bouge les... Ouais, je peux voler. Ouais. Donc là, c'est vers le haut là-bas. Merci. Ce sont des implantations, dont je disais, industrielles principalement en Europe et en Amérique du Sud. On produit à peu près 2 millions, on a une capacité de production de 2 500 000 tonnes d'acier, ce qui peut paraître peu par rapport aux géants de ce que j'appelle les aciers carbone, mais ce sont des aciers spéciaux, donc ce sont des alliages. En termes de chiffre d'affaires, on est autour de 7 milliards d'euros annuels. Une particularité, c'est qu'en Amérique du Sud, on a plus de 1000 personnes qui travaillent dans des forêts, puisque là-bas, on a des gestions de forêts, parce qu'on fait tourner des hauts fourneaux sur du charbon de bois, donc dans une optique d'évitement du CO2 fossile, venant de carbone fossile. Les secteurs, donc nos clients se trouvent dans les principaux secteurs industriels, donc on va retrouver l'automobile, tout ce qui est design. Vous voyez de plus en plus dans vos habitations aussi de plus en plus d'acier inoxydable, tout ce qui est électroménager, le transport, l'industrie, l'industrie alimentaire notamment, ou la chimie ou la pétrochimie, où on retrouvera essentiellement des aciers inoxydables pour ces aspects protection anti-corrosion. Donc ce sont des aciers qui contiennent du chrome et du nickel. Il faut savoir que ce genre de produit, en termes de circularité, est aussi un exemple, puisque l'acier inoxydable est recyclable à l'infini et, par définition, dure très longtemps. C'est pour ça qu'on met de l'acier inoxydable pour résister donc à la corrosion. C'est un peu un abus de langage, parce que l'acier n'est pas inoxydable, mais son oxyde le protège contre la corrosion. En Belgique, nous sommes à peu près 2000 personnes, donc 2 grosses usines, une à Genk et une à Châtelet, près de Charleroi, où on va retrouver tout ce qu'on appelle l'amont de la production dans le jargon de l'industrie sidérurgique. Donc c'est là où on va fondre essentiellement de la ferraille, des matières premières recyclées, plus des ferroalliages venant évidemment de très loin, principalement d'Asie, d'Australie. Et on va mettre à nuance l'acier qui sera coulé d'abord en grosses plaques et puis qui sera laminé pour obtenir des tôles de différentes épaisseurs, différents traitements par la suite qui vont donner l'inox que vous retrouvez par exemple sur l'atomium. C'est un peu un symbole. Il a été refait il y a quelques années. On est passé de l'aluminium à l'acier inoxydable. Il est brillant. Mais cet acier-là, il a subi différents traitements, notamment de recuit, pour arriver à ce genre d'aspect visuel. On est coté à la bourse Euronext à Bruxelles. On était avant dans le BEL 20, on n'est plus depuis à peu près 1 an. Voilà un peu la taille du groupe et ce qu'on fait en Belgique. Le siège social du groupe se trouve au Grand-Duché de Luxembourg, mais on a évidemment une filiale belge qui s'appelle Aperam Stainless Belgium, dont le siège social est à Genk. Voilà. Alors, ce que je disais un peu en complément avec ce qui a été dit par le professeur Heuze ou aussi par les intervenants d'ETIAS, je vais surtout m'attarder aux implications pratiques au quotidien de la mise en œuvre de CSRD pour arriver ensuite à ce qu'il reste à faire et quels sont nos principaux enseignements ou conclusions à ce stade. D'abord, on part de développement durable antérieur. Ça a été cité précédemment. À côté du rapport annuel qui était obligatoire, parfaitement cadré et qui concernait essentiellement du financier et parfois notamment ce qu'on diffusait au conseil d'entreprise annuel, tous les aspects liés à l'emploi, on va vers quelque chose de beaucoup plus large. À côté de ça, on faisait un rapport de développement durable qui était un peu une initiative des entreprises. ETIAS a montré qu'ils ont démarré très tôt. On a démarré en 2011, où on a déjà commencé à diffuser des tas d'informations, du qualitatif et du quantitatif, au sujet de l'environnement, du social et de la gouvernance. On va aller vers un rapport intégré et qui va forcément, ça a été cité précédemment aussi, demander d'être beaucoup plus carré, pouvoir vérifier l'ensemble des informations. Il faut savoir que, je vais donner un exemple pour le CO2 notamment, on découvre encore aujourd'hui des émissions de CO2 équivalents qu'on ne connaissait pas. Donc on peut parfois se trouver
donner un exemple, les climatisations, quand vous êtes dans un grand groupe international, le nombre de fois que vous faites l'appoint en gaz de vos différentes installations de climatisation, en CO2 équivalent, ça peut représenter plusieurs milliers de tonnes à la fin de l'année. Ce sont des choses qu'on ne collationnait pas il y a 10 ans. Donc on est aussi en train de découvrir tout ça. On essuie aussi un peu les plâtres. Hein. On est grande entreprise, on va devoir diffuser pour 2024 ce rapport intégré. Il faut savoir aussi que pour une entreprise industrielle comme la nôtre, donc comme la nôtre, c'est fabrication d'acier avec consommation d'énergie très importante, avec grosses installations de dépoussiérage, avec implantation dans le monde entier et avec, en termes de chaîne de valeur, l'achat de matières premières qui viennent de très loin, tout est matériel. Donc quand on arrive à cette analyse de double matérialité, tout est matériel. Il y a une exception, et je l'ai cité un peu pour anecdote, c'est un peu le droit des animaux et les consommateurs finaux. Pourquoi les consommateurs finaux? Parce qu'on est du B2B, nous produisons des bobines, hein, l'unité chez nous c'est 10, 15, 20 tonnes, et donc forcément on n'a pas ça dans le bricot du coin pour que tous les particuliers se servent. Donc ce sont les seuls points qui pour nous n'ont pas été évalués comme matériels. Donc en chiffres, on est au niveau à peu près à 12 standards, 82 exigences de reporting. On estime que pour nous, on sera autour de 500 indicateurs. Donc dans les rapports précédents qu'on faisait sur base volontaire, on était à une grosse centaine. Et on estime que pour obtenir ces 500 indicateurs, il y en a 10 000 derrière. Certains indicateurs qui comprennent des médianes, des moyennes, des écarts, etc. Mais on arrive à des choses très importantes. 10 000 indicateurs qu'il faut tracer et démontrer, c'est du boulot. Je vous ai dit tout à l'heure que seuls 2 standards ne s'appliquaient pas à nous. On a opté pour une approche décalée pour moins de 10 exigences. Donc il y a au niveau de la première année de mise en application, parfois la possibilité de dire ça, sorry, mais je ne sais pas faire, ou j'ai du mal, ou je ne sais pas le faire dans les temps. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que souvent le rapport de développement durable, on le sortait 1 mois ou 2 après le rapport annuel, qui était plus orienté financier. À partir du moment où on doit sortir tout ça en même temps, on a même réfléchi à des solutions du genre, est-ce qu'on ne peut pas donner les 12 mois glissants entre octobre et octobre, parce que pour rassembler des infos qui viennent du Brésil et d'un peu partout dans le monde, avec parfois des informations qui viennent des autorités que vous n'avez qu'en février ou en mars, par exemple le scope 2, donc les émissions de CO2 qui viennent du fait que vous utilisez l'électricité, vous consommez l'électricité, vous avez besoin de connaître quel est le facteur d'émission du réseau sur lequel vous allez acheter votre électricité, et ça, c'est très rare que vous l'ayez avant fin janvier, début février. Okay. Donc, on est en train aussi de regarder à tout cela. Comment on avait construit le rapport, le Sustainability Report, le rapport de développement durable précédent? On s'était surtout basé sur ce qu'on appelait GRI, le Global Reporting Initiative. Donc ce sont des recommandations qui découpaient déjà votre activité et en tout cas toutes les exigences ESG en différents domaines. Et d'ailleurs, dans notre rapport de développement durable, je vous invite à aller le voir d'ailleurs sur www.aperam.com, vous avez tout le genre d'informations. Et chaque fois, on précisait, est-ce que c'est bien basé sur les définitions de GRI? Est-ce que ça vient de TCFD, etc. Donc on se basait déjà quand même sur des choses qui étaient normées. On avait aussi du narratif, donc on citait aussi toutes les initiatives qui étaient mises en place, comme par exemple réduire les émissions de CO2, comment on améliorait notre efficacité énergétique, etc. Donc sur base de l'existant, et je vous montre juste 2 exemples, ça c'est les différents, un peu la table des matières de notre dernier rapport développement durable de 2023, le genre d'indicateurs qu'on donnait, indicateurs people, donc l'aspect S, de ESG et environnementaux sur la droite, mais on retrouvait évidemment du CO2, des poussières, de la consommation d'eau, l'évolution dans le temps et toute une série, vous voyez, en petit en dessous, sur base de quelles références on avait établi ces chiffres, avec chaque fois que vous voyez un astérisque, des chiffres qui ont été audités. Donc on faisait déjà auditer des choses, alors que ce n'était pas obligatoire, évidemment, pour quand même donner l'image du fait que ce n'était pas tombé du ciel et qu'il y avait derrière des calculs et des données importantes. Alors on est parti de tout ça, et puis on a regardé
les lacunes qu'on avait avec ce rapport qui était de notre propre initiative et ce qui était exigé par CSRD. On a aussi demandé le feedback de parties prenantes internes et externes sur les rapports précédents. Et ensuite, on a commencé le gros du boulot qui est le gap analysis, l'analyse d'écart. Donc on a démarré en regardant, ce sont des fichiers énormes, c'est des centaines et des centaines de lignes avec des indicateurs chiffrés, donc du quantitatif et aussi du qualitatif, ce qu'on appelle le narratif. Et on a regardé où étaient toutes nos lacunes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est matériel pour nous. Donc c'est très différent d'une entreprise du secteur du tertiaire. Tout est vraiment matériel. J'ai mis aussi en rouge tous les départements impliqués dès le départ. Et je pense que c'est une évolution. Je fais souvent la comparaison entre ce qu'on a connu en termes de prise en charge de la sécurité, qui s'est ensuite copié vers la prise en charge des entreprises de tout ce qui concerne l'environnement et qu'on doit étendre maintenant à la totalité des aspects de l'entreprise. La sécurité, je caricature à peine, mais il y a 40 ou 50 ans, c'était le problème du responsable sécurité, qui de temps en temps avait un dialogue au sein du CPPT, et puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, dans des entreprises, en tout cas entreprises industrielles, tout le monde a son rôle à jouer dans la partie sécurité, et c'est exactement ce vers quoi on veut aller. On se rend compte que la façon dont on doit s'organiser pour prendre en charge tout ça, ça ne peut pas être un département sustainability quelque part, ça peut l'être pour le démarrage. C'est-à-dire il faut forcément une coordination, mais ça doit rester coordination. Et donc, ça prend beaucoup de temps chez tout le monde. Et je ne vais pas donner un message que ça prend du temps, mais il faut quand même le reconnaître. Ça prend énormément de temps et de ressources. Ça apporte certains avantages et certaines facettes très positives, mais c'est une réalité et ça prend des ressources dans toute l'entreprise. Et ça, c'est quand même assez différent du rapport que je qualifierais plus de financier, qui était le rapport annuel, qui était souvent l'apanage du CFO, le patron des finances, qui avait besoin évidemment un peu du légal, un peu des HR pour tous les aspects liés aux ressources humaines. Ici, on voit bien que dès le départ, il n'y a personne qui a vraiment le lead. Tout le monde a quelque chose à faire dedans. Et donc, il faut forcément un coordinateur, mais c'est bien de la coordination. Donc, on a identifié tous les écarts. On a ensuite examiné en détail ce que demande la norme, European Sustainability Reporting Standards. On a chiffré tout ça. On a, je vous ai dit, le nombre de KPI, c'est par centaines. On a aussi un dialogue avec les vérificateurs, parce qu'il faut dire une chose, les réviseurs sont aussi en train de découvrir pas mal de choses avec nous. Et donc, on a aussi parfois des cas où on n'a pas toujours une réponse. On a aussi certains doutes vis-à-vis des réviseurs. Sur base de quoi peuvent-ils certifier que telle donnée est valable ou pas? Ce n'est pas évident du tout, parce que même découvre comment voulez-vous savoir si une donnée d'un ferroalliage que vous avez acheté en Indonésie correspond bien à telle ou telle règle. Et donc, c'est bien là que se trouve toute une série de mises au point dans la phase initiale. On a aussi, au niveau des parties prenantes, on avait déjà pas mal de choses. Si je prends les parties prenantes internes, on a des enquêtes de satisfaction. On a des enquêtes de satisfaction où on avait pas mal de données. C'est une entreprise industrielle fortement implantée en Europe et donc beaucoup d'échanges au niveau des conseils d'entreprise ou des CPPT ou des délégations syndicales locales. On a aussi défini des rôles et des responsabilités en interne pour la préparation des données et du rapport. Et c'est là que je vous dis énormément de personnes impliquées. On a formé des équipes complètes sur les grands thèmes. Évidemment, tout le monde ne doit pas être un expert de ce qui est contenu dans les rapports, mais en tout cas, dans la partie qui les concerne, il y a eu pas mal de formations qui ont été faites. Et puis, on a établi des échéanciers à court et à moyen terme. On a aussi mesuré l'impact de nos actions sur la chaîne de valeur complète et identifié toute une série d'enjeux. D'abord des ressources, le temps, tout ce qui est gouvernance et qualité des données. Et c'est là qu'on a retrouvé aussi l'implication des départements informatiques, parce que si on veut une traçabilité correcte de toutes ces données, on reçoit aussi pas mal de données de nos fournisseurs. Comment on les intègre dans un système appelons-le inviolable, pour ne pas dire qu'on ait manipulé certains chiffres ou interprété erronément certains chiffres. On a aussi des textes qu'on appelle parapluies adaptés. Par exemple, on demande un salaire médian. Oui, mais c'est pour quel périmètre? C'est le salaire médian à travers tout le groupe? C'est le salaire médian Amérique du Sud, Europe? C'est le salaire médian d'un pays?
il y a encore de la place à une série d'interprétations aujourd'hui quand on regarde la norme. Et donc, on doit bien se jeter à l'eau et faire des essais. On a aussi le fait d'établir un audit externe des informations qui sont non financières et quels sont les critères d'évaluation pour assurer la qualité et la véracité des données publiées. Et comme je l'ai déjà dit, on apprend aussi parfois avec nos révisions. Le système de reporting et de traçabilité des données, on parle de plus en plus aussi de blockchain. Comment est-ce qu'on pourrait recevoir des données ESG venant de nos fournisseurs, qu'on puisse directement intégrer dans un système sans aucune manipulation de chiffres? Aujourd'hui, on fait des essais avec le CO2. Donc vous savez que dans les émissions de CO2, on a le scope 1, c'est tout ce qui sort à vos cheminées directement. Le scope 2, c'est ce qui a été émis pour la production d'électricité que vous consommez. Et le scope 3, c'est tout ce qui a été émis par tous les produits que vous achetez, par les investissements que vous faites, etc., pour que votre activité ait lieu. Dans le cas de la fabrication d'acier inoxydable en Europe, 80% de notre empreinte CO2 vient du scope 3. C'est-à-dire que seulement 1/5 des émissions sortent de nos usines. 80%, les 4/5 viennent des fournitures externes. Donc comment est-ce qu'on assure cette traçabilité en disant si j'achète ce ferro-nickel indonésien de telle mine et de telle usine en comparaison avec ce qui peut venir d'Australie ou d'Afrique du Sud ou du Canada. Okay, donc on a besoin d'avoir cette traçabilité-là et pour avoir une publication de données certifiées. Pour ce qui est des échanges en termes de conseils d'entreprise, de CPPT, etc., on a mis, et j'ai surtout cité que c'est à développer et à améliorer. C'est clair que malgré la publication de notre rapport de développement durable depuis 14 ou 15 ans, force est de constater qu'on n'avait pas énormément de questions, très peu, disons, au niveau du conseil d'entreprise ou du CPPT, autre évidemment que les questions traditionnelles liées à l'emploi, liées à la sécurité, liées à la santé. Mais je veux dire, pas tellement d'intérêt majeur pour savoir où on s'approvisionne en termes de tel alliage ou de tel autre, ou quel est l'impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on sent bien qu'il y a de la formation à faire à ce niveau-là. Et on en parlait aussi en aparté tout à l'heure. Il faut aussi, côté partenaires sociaux, qu'on se rende compte que derrière le mot durable, il faut revenir au terme en soi. Durable, ce n'est pas environnement, ce n'est pas vert, c'est dire qu'on sera encore là dans 10, 15 ou 20 ans. Et si on a la conviction que dans le monde actuel, et avec ce qui a été dit notamment par le professeur Heuze, il y a évidemment une prise de conscience collective de plus en plus forte du besoin de s'améliorer dans tous ces plans-là. Je vois mal comment une entreprise pourrait encore exister si elle n'est pas performante là-dedans. Donc si on est un partenaire social et qu'on s'inquiète de l'avenir de l'entreprise, on doit aussi s'inquiéter de tout ça et pas nécessairement du modèle de voiture électrique qu'il y aura dans le parc ou combien de prises il y aura sur le parking. Voilà, mais il y a pas mal d'efforts à faire à ce niveau-là. Donc, mais évidemment, les organes, en tout cas pour ce qui est de la Belgique, conseil d'entreprise et au niveau aussi international, on le faisait aussi au Brésil. Les organes sont en place pour qu'on puisse collaborer bien là-dessus. Alors, je voudrais conclure, comme ça j'aurai été très vite, sur quelques éléments clés. D'abord, c'est une pression importante au démarrage sur l'ensemble des départements et aussi sur la durée. Il ne faut pas se dire je sors ce rapport-là et puis il y a des effets dynamiques, ça a été bien expliqué tout à l'heure, c'est bien du Plan Do Check Act, on fait des choses, on regarde quel est l'impact sur les parties prenantes, on regarde comment ça a été apprécié, on corrige le plan et on refait autre chose. Donc c'est un processus dynamique. La première année est sans doute évidemment beaucoup plus énergivore parce qu'on apprend, on découvre et on met en place, mais ça va continuer à nécessiter énormément d'efforts. On est une boîte, et ça, ce sera évidemment une différence très importante entre des entreprises qui agissent essentiellement en Belgique, dont les clients, les fournisseurs se trouvent en Belgique, ceux qui agissent au niveau européen, ceux qui agissent au niveau international. Typiquement, dans la production d'acier inoxydable, c'est un marché mondial. C'est un produit qui vaut cher. Le coût du transport n'est pas prépondérant, donc on peut amener des bobines qui viennent de Chine, qui viennent d'Amérique du Nord ou du Japon ou de Corée à des prix abordables. Et donc, on doit s'assurer de ce qu'on appelle toujours le level playing field. On le dit aussi au niveau du CO2. On est évidemment tout à fait partant pour être au top de ce qu'on demande au niveau de la CSRD ou d'autres normes que l'Europe pourrait définir ou a définies. L'important pour nous, c'est que tout le monde soit soumis aux mêmes règles du jeu. Et donc, on parle, je suppose que la plupart d'entre vous ont entendu parler de CBAM, le Carbon Border Adjustment Mechanism. Donc c'est le fait de dire quand un produit vient d'en dehors de l'Europe
puisque les entreprises industrielles européennes payent le CO2 qu'elles émettent, en tout cas une partie, il n'est pas fair, il n'est pas normal que des concurrents ne payent pas la même chose. Donc le fait de faire ce CBAM en supposant que ça fonctionne bien, parce que ce n'est pas évident, c'est de dire tout le monde paye le CO2. Et celui qui l'a payé en Europe, c'est fait, et celui qui vient de l'extérieur et qui n'a pas payé dans son pays, il le paye à l'entrée. Nous sommes persuadés, au sein d'Aperam, mais dans pas mal de groupes industriels, que le futur, ça doit couvrir l'ensemble des aspects ESG. Il faut se sortir de la tête qu'en Europe, on est les meilleurs en termes d'environnement et qu'en dehors de l'Europe, on fait n'importe quoi. Il y a des usines, des entreprises extrêmement performantes au niveau environnemental en Chine notamment. Et pourquoi ? Parce que la plupart des usines sont très récentes, ce qui n'est pas nécessairement le cas chez nous, même si elles ont été modernisées. Et donc, quand ils auront nettoyé toutes les usines qui datent d'une très longue période et ils ont tout le panel en fait, de respect de l'environnement, ils peuvent aller très très vite. Vous savez que la Chine produit pratiquement tous les panneaux solaires qui sont installés dans le monde. Au niveau éolien, ils viennent de sortir des éoliennes à 18 MW, les plus grosses du monde. Ils sont en train d'aller à une vitesse très élevée. Nous sommes persuadés que si on veut protéger l'industrie, il faut quelque part regarder l'ensemble des paramètres ESG et pas se focaliser sur le climat. C'est bien sur les droits humains, c'est bien sur le dialogue social dans l'entreprise, c'est bien sur le niveau de salaire, de gouvernance, etc., qu'on pourra marquer la différence. Parce que ça peut très vite se gommer au niveau de l'environnement. Je cite un exemple simple. Si vous dédiez toute votre production d'énergie électrique verte aux entreprises exportatrices en Chine, vous pouvez très vite arriver à la frontière de l'Europe avec un produit qui est relativement vert en termes d'émissions de CO2, surtout si vous avez des difficultés à contrôler ce qui a été réellement émis. Donc ça, je pense que c'est un message très important et qu'on essaie de relier aussi au niveau politique, au niveau européen. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un genre de label ESG qui couvre tous les aspects ? On a évidemment à ce stade aussi un manque de recul et de visibilité en termes de l'énergie nécessaire par la suite. Donc la sollicitation des équipes dans ce fameux plan continu, cette dynamique continue d'amélioration. On en voit évidemment plein d'intérêts, ça a déjà été cité. Donc le bénéfice à long terme, c'est qu'on a un tronc commun de paramètres publics à mettre en parallèle avec les concurrents, qu'on puisse se comparer réellement. Aujourd'hui, chacun, tout qui faisait un rapport de développement durable, finalement, pouvait tirer la couverture à soi en ne publiant que les choses dans lesquelles ils étaient très bons et moins les autres. Et donc ici, on aurait normalement une comparaison qui est beaucoup plus fiable et qui couvre tous les aspects. Donc on améliore la transparence et la réputation auprès des investisseurs et autres parties prenantes. On a cité notamment le recrutement. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes, et heureusement, lorsqu'on les recrute, demandent où on en est dans tous ces aspects-là et ont envie de mettre en phase, en adéquation, leurs valeurs avec ce que l'entreprise leur propose dans ce domaine-là. Il y a aussi des opportunités de marché. Là aussi, quand est-ce que le déclic va se faire ou quand le client final sera-t-il prêt à payer à la fois pour un produit bas CO2, mais aussi pour un produit qui aurait un label ESG supérieur à celui du voisin. Est-ce qu'on est prêt dans toute la chaîne à payer ça ? Donc la prochaine étape, c'est la présentation des jalons à venir dans la mise en œuvre de la CSRD. Donc on va soumettre le premier rapport, qu'on espère conforme à la directive. Il y aura certainement des ajustements à faire. Et puis s'aligner un peu sur ce que font les concurrents. Voilà. Merci pour votre attention. C'est ce que j'avais à vous dire un peu en quelques mots. Ok, Monsieur Martin, un grand merci. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Voilà, we zijn ondertussen aan het voorlaatste onderdeel van deze namiddag. Het ronde tafelgesprek. Het ronde tafelgesprek met de interprofessionele sociale partners. En ik heb de eer om vandaag een volledig vrouwelijk panel te verwelkomen, namelijk mevrouw Selena Carbonero, federaal secretaris van ABVV, mevrouw Vanessa Biebel, COO en manager van het competentiecentrum Duurzaamheid en Circulaire Economie van het VBO, en mevrouw Geneviève Laforêt, medewerkster van de dienstonderneming van het ACV. Voilà, ik wil u ook graag informeren over het interactieve aspect van dit rondetafelgesprek.
Wij gaan dus gebruik maken van een interactieve poll. En u zal dus uitgenodigd worden om uw standpunten te delen over de vragen die we zullen stellen. Voilà, donc au cours de la table ronde, nous poserons des questions à la fois sur l'écran, dans la salle et à distance par le biais d'un sondage numérique. Vous pouvez participer à ce sondage avec votre smartphone. Il y a le code QR qui est affiché ici à l'écran et aussi avec le lien qu'on a mis dans le chat. Voilà, les questions porteront sur des sujets essentiels liés à la thématique de notre table ronde. Wat gebeurt er daarna? Wel, zodra de resultaten van een vraag binnen zijn, dan zullen we die hier op het scherm projecteren, anoniem natuurlijk. Onze interprofessionele sociale gesprekspartners die zullen vervolgens hun standpunten over dat onderwerp bespreken. En dan gaan we over naar de volgende vraag. Voilà. Oké, dan kunnen we de eerste vraag lanceren. De stelling die als eerste besproken wordt luidt als volgt. Duurzaam ondernemen is een voorwaarde voor continuïteit van iedere onderneming en is de enige weg vooruit voor de planeet, de maatschappij en de onderneming. L'entrepreneuriat durable est une condition pour assurer la continuité de chaque entreprise et est la seule façon d'avancer pour la planète, la société et l'entreprise. Est-ce que vous voulez bien donner vos réponses, Monsieur le Président? Vous répondez pas? Il faut scanner le QR. Ik hoop dat dat lukt. We zien alleszins de resultaten binnenkomen. Kunnen we ook nog eens de QR-code zien? Ja, die staat ook op het programmaatje. Ja, voilà. Que tu me dis à moi, mais... Oui, je n'ai pas fait non plus. Voilà, il y a votre clap et tu peux dire si tu es d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord. Voilà. Goed. Ik stel vast dat toch al een aantal mensen gestemd hebben. Voilà, dat ziet er toch 70% akkoord, 26 eerder akkoord en toch een kleine minderheid niet akkoord. Mag ik misschien vragen, Geneviève? Tu peux mettre le micro, voilà, et bien parler dedans. Certainement. Donc oui, l'entrepreneuriat durable est certainement la seule façon d'avancer pour garantir l'ancrage du tissu économique, pour aussi garantir des perspectives de long terme pour les entreprises, mais c'est aussi la condition pour nous de garantie d'emploi, de qualité et de respect, comme M. Moretin l'a dit, de respect des droits sociaux et des droits humains. D'ailleurs, l'entrepreneuriat durable s'inscrit dans le cadre du Green Deal, qui a certes pour objectif la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais qui a aussi comme objectif la transition socialement juste vers une économie durable et vers une société durable. Donc ça fait partie du Green Deal et pour nous, il ne peut pas y avoir d'entrepreneuriat durable sans effectivement la création d'emplois de qualité, sans des règles sociales protectrices qui vont garantir justement les conditions de concurrence équitables dans la chaîne d'approvisionnement et sans dialogue social, bien évidemment. Or, voilà, petit bémol, nous constatons tout de même aujourd'hui, après à la lecture des recommandations du récent rapport Draghi, qui a été publié donc, le 9 septembre dernier, sur l'avenir de la compétitivité de l'Europe, qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur les mesures concrètes nécessaires pour garantir cette protection sociale et la création d'emplois de qualité. Nous sommes évidemment super satisfaits de la nécessité et de l'annonce d'investissements massifs dans l'industrie, mais nous déplorons effectivement l'absence d'un agenda social fort dans ces dispositions. Et voilà, nous nous posons des questions, nous verrons sur la compatibilité des mesures avec justement les grandes ambitions
du Green Deal. Voilà, au niveau des investissements aussi, je pense qu'il faut établir une corrélation assez forte entre ces objectifs de durabilité et cette politique industrielle. Pour nous, c'est essentiel. Les investissements et les innovations vont nécessiter aussi des moyens publics importants. Donc ce ne sera pas un chèque en blanc pour nous, ces moyens publics. Donc il faudra certainement qu'ils soient liés aux objectifs de durabilité qui comprennent nécessairement la promotion de la concertation sociale, la promotion de la négociation collective comme moyen d'accompagner et d'encadrer les changements et de garantir ces emplois de qualité. Donc on sera très attentif aussi à la manière d'accompagner les travailleurs. Donc effectivement, le rapport met le focus aussi sur l'importance du droit à la formation pour tous les travailleurs. Donc cela nécessitera aussi des moyens. Il faut que nos travailleurs aient l'occasion et la possibilité de mettre en valeur les compétences acquises, et ce, à travers aussi des processus de formation continuée, des processus de transition professionnelle, des processus de reconversion professionnelle. Donc ça, ce sera vraiment des points d'attention importants pour nous. D'ailleurs, la Confédération européenne des syndicats a demandé à Mme van der Leyen de mettre en place un groupe de travail de haut niveau pour justement mettre en œuvre cette politique industrielle avec ce focus sur les emplois de qualité et l'importance du dialogue social pour accompagner ces changements. Ok, merci. Selena, tu veux rajouter quelque chose? Toujours du mal à m'en empêcher. Déjà, bonjour à toutes et tous et merci pour l'organisation de cette journée. Merci à toutes les équipes pour le travail qui a été effectué et l'excellente organisation. Simplement dire très brièvement que tout dépend de la définition que l'on a de la durabilité. Et donc, c'est pour ça que c'est important et que j'insiste aussi sur ce que Geneviève a dit, sur cette importance de construire la transition juste avec des emplois de qualité, tournés vers l'avenir et qui permettent des conditions de travail décentes dans toute la chaîne de valeur, parce que sinon on risque d'être à nouveau confronté à des drames comme on les a connus, notamment au port d'Anvers ou ailleurs ici en Belgique. Et donc c'est vraiment dans toute sa globalité qu'il faut envisager la durabilité et pas simplement en termes de durée de vie à long terme d'une entreprise. Ok, merci. Vanessa. Oui, évidemment totalement d'accord avec ce qui est mis. Je pense qu'aujourd'hui, une société en 2024 se doit d'être durable parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. On voit que d'un point de vue environnemental, nous sommes quand même dans une situation qui est plutôt mauvaise, on peut le dire. Je pense que ne pas croire qu'on va droit dans le mur aujourd'hui serait une erreur. Donc évidemment, c'est essentiel pour les entreprises de s'intégrer dans cette durabilité. Évidemment, par rapport il y a énormément de nouvelles législations qui sont arrivées ces dernières années. On a parlé de CSRD, mais en fait, il y en a plein d'autres en parallèle. CS-Triple-D, la taxonomie, les droits humains, etc. Et c'est vrai qu'il faut quand même un certain pragmatisme. Parce que c'est quand même, il faut imaginer que c'est un tsunami de nouvelles règles qui arrivent pour les entreprises et qu'il va falloir en fait apprendre aussi. Donc, il me semble tout à fait logique de devoir rapporter, outre les données financières, des informations sur les données non financières. C'est vraiment essentiel. Maintenant, il va falloir y aller étape par étape. Et je pense qu'aujourd'hui, le CSRD nous a mis vraiment une immense législation. Et ça fait paniquer beaucoup d'entreprises, il faut le savoir, que ce soit des grandes entreprises ou alors toute la chaîne qui en découle, qui se demandent un petit peu à quelle sauce elle va être mangée, qu'est-ce qu'on va leur demander, dans quel délai, etc. Et donc, j'entends aussi et les entreprises qui cherchent un peu et les réviseurs qui vont aussi un petit peu chercher. Donc, je pense qu'il va falloir un petit peu qu'on prenne du temps à mettre tout ça en route. Mais c'est évidemment une direction dans laquelle on ne peut ne pas y aller. On est obligé d'aller dans cette direction. C'est aussi des opportunités pour l'innovation dans le futur, de travailler sur ces thématiques. On l'a déjà vu.
Ok, super. Alors, on peut passer à la deuxième question. On a beaucoup parlé de administratieve lasten en de duurzaamheidsverslaggeving. De stelling luidt, is die bijkomende administratieve lasten, wegen die op tegen de toegevoegde waarde van de duurzaamheidsverslaggeving. Voilà. Oui. Ja, dus dat lijkt iets moeilijker om te antwoorden. Of dat is die administratieve lasten opwegen tegen de toegevoegde waarde, of dat de toegevoegde waarde opweegt tegen de administratieve lasten, zodat je het maar wilt formuleren hier. Vanessa. Oui, ben, c'est clairement le retour qu'on a du terrain, hein. C'est-à-dire que, voilà, je pense qu'on a eu déjà des témoignages de personnes qui travaillent depuis des années sur le rapport de durabilité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain. Alors, la plupart des grandes entreprises font déjà du reporting non financier depuis de nombreuses années et peuvent bâtir sur quelque chose qui existe. Maintenant, la vraie, là où il y a la vraie charge administrative, c'est une charge administrative d'abord, énorme. Effectivement, les grandes entreprises ont la capacité généralement d'avoir des départements en durabilité qui vont mettre tout ça en place. Mais ça a aussi un coût, parce qu'il faut rapporter sur ce qu'on fait, mais il faut aussi voir qu'est-ce qu'on va faire dans le futur et quels sont les objectifs qu'on va devoir atteindre. Et généralement, là, pour ça, il faut des investissements. Donc tout ça, ce sont des coûts supplémentaires. Et puis, je ne parle évidemment pas encore des consultants qui vont aider pas mal d'entreprises. Et puis après, les auditeurs qu'il va falloir également payer. Donc tout ça, ce sont des charges, des charges financières vraiment supplémentaires. Je pense que les PME, on va en parler par après. Ce qu'il faut pour nous, je pense, c'est vraiment pour les entreprises, c'est du temps, le temps de s'adapter. C'est vrai que la Commission avait promis pour tout ce qui est reporting non financier d'alléger la part administrative de 25%. Elle a déjà annoncé que pour certains indicateurs, elle se contenterait, entre guillemets, d'approximations et pas de chiffres. Je pense que ce sont des choses qui vont dans la bonne direction pour pouvoir mettre tout le monde dans le bain et après de faire de l'amélioration continue. Mais donc, il va falloir un petit peu de temps aussi, clarifier les différentes réglementation. C'est vrai qu'il y a CSRD qu'on parle beaucoup parce que elle est vraiment, c'est demain qu'il faut la mettre en place. Mais il y a toutes les législations qui sont derrière, qui parfois ne sont pas tout à fait cohérentes entre elles. Il y a des doublons, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et parfois même, quand je parle au niveau de la déforestation, il y a aussi toute une série de reporting qui sont demandés. Même la Commission n'est pas prête avec les guidelines. Donc, il faut un petit peu... Enfin, je veux dire, on y arrive, mais il faut d'abord que les guidelines soient prêts pour pouvoir implémenter ça de façon calme et intelligente au niveau des entreprises et pas courir derrière ce côté administratif, parce que finalement, on ne va plus voir que l'exercice du check the box, plutôt que la stratégie. L'objectif, c'est vraiment de travailler à la stratégie, comment moi, en tant qu'entreprise, je vais pouvoir m'inscrire dans cet horizon à 2050, d'être neutre en carbone. C'est ça, finalement, l'essentiel. C'est normal qu'il faut faire du reporting, mais il faut vraiment focaliser sur la stratégie plutôt que le côté administratif pour y arriver. Ok. Selena? Je ne vais évidemment pas remettre en cause ce qui va être dit, parce que c'est clair que ça va être un énorme défi à tous les niveaux. Et c'est logique que dans un premier temps, du point de vue des entreprises aussi, on voit
la difficulté et les difficultés plutôt que de voir les opportunités peut-être qui pourraient se présenter à moyen ou à long terme. Moi, je pense que, parce que sur l'aspect concertation sociale pure, j'y reviendrai après si vous me le permettez, je pense que ça peut aussi créer une forme d'adhésion auprès de la population, de créer de la confiance auprès de potentiels consommateurs, hein, de sortir parfois ne le prenez pas mal, du greenwashing que certaines entreprises on peut faire à certains moments, parce qu'on va avoir un certain nombre d'informations qui vont pouvoir être vérifiées et dont on va pouvoir effectivement contrôler la véracité. Et progressivement, c'est construire un narratif commun pour conscientiser tout le monde à l'importance, tant en termes de respect des droits humains tout au long de la chaîne de valeur, de transition écologique, etc., comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je ne vais pas me répéter. Ok. Geneviève, tu veux ajouter quelque chose? Oui, non, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais tout de même peut-être dire qu'il faut aussi pouvoir évaluer le coût que représente la non prise en compte de l'ensemble des risques pour les entreprises. Donc ça, c'est important aussi. Pas évident que l'absence de reporting uniformisé ne représente pas des coûts supplémentaires, finalement, pour les entreprises. Alors oui, j'insisterai vraiment sur la plus-value de l'harmonisation du type d'information communiquée qui permet effectivement la comparabilité et qui offre quand même des garanties. Ça, c'est très important, effectivement, pour assurer la confiance non seulement des investisseurs, mais aussi des consommateurs et de l'ensemble des parties prenantes, parmi lesquelles les représentants des travailleurs sont une partie prenante particulière, comme on l'a déjà souligné ce matin, puisqu'elles sont directement affectées. Mais alors, je terminerai en soulignant l'importance de la plus-value que représente le dialogue. Et certains intervenants, ça m'a frappé ce matin, ont insisté là-dessus, le dialogue que cela va occasionner justement avec les différentes parties prenantes. Ok, merci beaucoup. Alors, on peut passer à la troisième question. La troisième question concerne les PME. On a beaucoup discuté des PME ce matin aussi. Et donc, de stelling luidt: de KMO's zullen in grote mate geïmpacteerd worden door de verplichtingen waaraan grote ondernemingen moeten voldoen in zaken CSRD. Les PME seront fortement impactées par les obligations auxquelles doivent satisfaire les grandes entreprises. Dat lijkt iets makkelijker om te antwoorden en wij stellen daar toch wel een grote meerderheid van mensen die vindt dat dat toch wel het geval zal zijn, dus eerder akkoord en akkoord. Vanessa. Ben oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord, même si les PME, en tout cas non cotées, ne sont pas soumises à la CSRD, elles vont être, leurs fournisseurs, plutôt leurs clients vont leur demander toute une série d'informations supplémentaires pour pouvoir agréger les données. Et donc, effectivement, beaucoup de PME seront touchées, alors qu'elles sont pas tout à fait encore au courant de la législation qui arrive. Il y a aussi les banques qui vont leur poser de plus en plus de questions. Et donc, ce que nous, on essaye de faire à la Fédération, c'est vraiment de communiquer sur le fait qu'il faut se préparer, qu'il y a toute une série de KPI classiques, entre guillemets, d'émissions de CO2, etc., qui vont automatiquement devoir être reportés, qu'il faut se préparer à cet impact, cette lourdeur administrative supplémentaire. Mais à nouveau, je suis d'accord, il faut le voir comme une opportunité, mais dans un premier temps, ce sera probablement vu comme une contrainte. Par exemple, nous avons mis en place des brochures pour les PME, vraiment pour leur donner les grandes idées, par où commencer, comment est-ce qu'on peut se préparer à cette législation. Il faut savoir que l'ensemble des banques belges est occupé aussi de travailler sur une plateforme commune
pour faciliter justement le reporting au niveau des différentes banques. Vous connaissez le registre UBO où chaque banque demande plein d'informations. Bien ici, l'objectif serait d'avoir quelque chose d'uniformisé où l'entreprise finalement rentre une fois ces données et qu'elles soient disponibles au niveau des banques. Donc voilà, le privé essaye aussi de faciliter, je dirais, l'implémentation de la législation. Et de la part des autorités, on attend vraiment un soutien aussi d'information, un helpdesk ESG, qu'est-ce qu'on attend des entreprises, comment est-ce que je peux faire pour éviter aussi les coûts supplémentaires de paniquer et de commencer directement à appeler un consultant. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut aussi éviter, donc communiquer dans le bon sens du terme. Oké, super. Voilà, dan stel ik voor dat we naar onze laatste vraag gaan, want we komen stilaan op het einde van onze tijd. En de laatste stelling die luidt dat de raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers bij het duurzaamheidsbeleid van ondernemingen en de duurzaamheidsrapportering essentieel is voor het creëren van draagvlak voor het duurzaam ondernemen. La consultation des représentants des travailleurs dans la politique en matière de durabilité de l'entreprise et dans la publication d'informations en matière de durabilité est essentielle pour susciter une adhésion à l'entrepreneuriat durable. Voilà. Oké. Iedereen zo wat tijd gehad om ook daarover nog te stemmen. Dat is de kern van waarmee de CRW bezig is natuurlijk. Voilà. Alors, Selena. Merci. On l'a déjà dit, hein, donc la mise en œuvre concrète de cette directive va clairement représente clairement un défi majeur pour les entreprises sans nul doute, mais plus largement, c'est clair qu'elle sera un enjeu en termes de concertation sociale. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, parce que notamment l'intervention tout à l'heure du professeur Heuss était aussi éclairante quant au niveau auquel on va pouvoir discuter d'un certain nombre de choses. L'accès à la formation, par rapport à ce qui a été dit ici par mon voisin tout à l'heure, participe aussi de la conscientisation nécessaire, parce qu'en boutade, il faisait référence au fait qu'on se tracassait peut-être un peu plus du nombre de prises électriques sur le parking, mais rappeler, et ce n'est pas une boutade là pour le coup, que certains ont pris conscience en Belgique de l'impact des enjeux climatiques et des changements climatiques concrètement lors des inondations qui ont eu lieu en 2021. Et donc, cet effort de conscientisation, il se poursuit encore aujourd'hui à tous les échelons de notre société et c'est vraiment une responsabilité collective. Le fait d'avoir accès à un certain nombre d'informations participe à cet effort de conscientisation. Et cela va nous permettre, nous, en tant qu'interlocuteurs sociaux, en tant qu'organisation syndicale, de prendre notre part de responsabilité en termes de formation, en termes de conscientisation aussi des enjeux environnementaux, d'emploi, de santé, sécurité, à tous les niveaux de la concertation sociale. Ce n'est pas simplement un rapportage, c'est vraiment une opportunité de créer du dialogue social autour de ces questions essentielles, parce que ça va permettre aux travailleurs et aux travailleuses, et en particulier à leurs représentants, d'aller déceler des risques en termes de sécurité, parce que les changements climatiques vont avoir un impact sur les risques en matière de santé et sécurité, mais c'est le lien avec l'impact économique et social qui est important. Et là, c'est l'articulation qu'il va falloir construire. Donc, pourquoi est-ce qu'on va devoir la construire? On l'a mentionné tout à l'heure, ça a été mentionné ce matin. C'est vrai que nous, on a beaucoup plaidé du côté syndical à ce qu'il y ait une adaptation de l'arrêté royal de 73 sur les informations économiques et financières. Malheureusement, il n'y a pas eu d'accord entre les interlocuteurs sociaux pour qu'ils fassent référence au rapport de durabilité, parce que l'arrêté royal de 73 est déjà un outil, un socle qui a construit la concertation sociale en Belgique et le dialogue social au niveau de l'entreprise. L'articulation va être nécessaire entre les informations économiques et financières et les éléments qui sont intégrés dans les rapports de durabilité. L'un et l'autre vont avoir des effets les uns sur les autres. On ne passera pas à côté de cette articulation. La méthodologie utilisée pour l'arrêté royal de 73 doit nous servir d'inspiration aussi pour construire cette concertation sociale autour des rapports durabilité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre
au-delà de tous les éléments de due diligence, de respect des droits humains, etc., qui ont été cités, c'est de construire la transition écologique et qu'elle soit juste socialement, de manière à tenir compte des réalités de terrain. Si on veut pouvoir développer et négocier dans les secteurs ou dans les entreprises des plans de décarbonation, bien évidemment, il va falloir articuler information économique et financière et aussi les indicateurs qui sont dans le rapport de durabilité, de la même manière que cet effort va au-delà de notre rôle d'interlocuteur social. C'est aussi un effort et une responsabilité sociétale pour construire cette transition de manière globale, en pensant au transport en commun, au chiffre modal, etc., et pas seulement aux voitures électriques. Ok, merci Selena. Geneviève? Oui, nos représentants des travailleurs au sein des conseils d'entreprise seront effectivement informés et consultés. Mais comme Selena l'a dit, pour nous, cette information doit aussi alimenter le dialogue social de manière plus large sur les perspectives d'avenir de l'entreprise et sur la politique de durabilité de l'entreprise. Donc on ne peut pas en rester à du reporting exclusivement. Or, dans la directive, la consultation des représentants des travailleurs concernant l'élaboration des rapports n'est pas obligatoire. Et donc ça, effectivement, on le regrette parce que cela nous semble une étape essentielle pour construire une approche pertinente et globale, dans la mesure aussi où les représentants des travailleurs et les travailleurs sont quand même souvent les mieux placés pour identifier certaines inefficacités ou certaines opportunités d'amélioration et les impacts environnementaux liés à leurs tâches quotidiennes. Donc ça, nous le regrettons un peu, mais enfin, bon, c'est possible sur une base volontaire, bien sûr. Donc l'expérience de terrain des travailleurs est certainement une mine d'informations pour alimenter des processus décisionnels au sein des entreprises. Et des travailleurs plus impliqués sont des travailleurs qui trouvent peut-être aussi plus de sens à leur travail et qui sont plus motivés aussi dans leur travail. Voilà. Par ailleurs, ils seront aussi directement impactés par les choix qui vont être faits, par les choix stratégiques, par les orientations. Et donc là, je reviens effectivement sur ce que je disais d'entrée de jeu en ce qui concerne les transitions professionnelles et la nécessité de prendre à bras-le-corps ces transitions, les reconversions, la formation continue des travailleurs. Voilà. Alors, en ce qui concerne la transposition, Selena l'a dit, nous avons plaidé au sein du Conseil central pour une adaptation de l'arrêté royal de 73 qui reprendra effectivement qui reprend les rapports de gestion, mais nous aurions souhaité une mention explicite de ces rapports de durabilité dans l'arrêté royal pour bien marquer vraiment l'interconnexion des informations, qu'elles soient économiques, financières, sociales, environnementales, de durabilité. Donc le caractère explicite de la mention du rapport aurait été plus volontariste et incitatif certainement pour l'ensemble des parties, que ce soit les représentants des travailleurs et les employeurs. En termes de formation, évidemment, comme Selena l'a dit, c'est un challenge pour nous, d'autant que nos représentants devront aussi s'intéresser à ce qui se passe au-delà de leur entité, puisqu'il est question de l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc c'est certainement un gros défi. Et pour nous, même si la durabilité est quand même dans nos préoccupations et dans notre travail syndical depuis certainement 20 ans, avec la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, on a une certaine expertise en interne. Maintenant, il s'agit de former les représentants du personnel dans les CE. Ça, c'est vrai que c'est prévu. Donc, il y a déjà pas mal d'outils disponibles dont on a fait mention, notamment ici. On est aidé aussi pas mal par l'Institut syndical européen qui a réalisé pas mal d'outils de son côté. Donc, et certains secteurs ont déjà pris de l'avance, notamment le secteur des finances, dans nos centrales secteur finances. Donc, on va prendre ça à bras-le-corps, oui, et élaborer des outils pédagogiques accessibles pour former nos délégués. Oké, super. Merci beaucoup. Ja, het is stilaan tijd om het rondetafelgesprek af te sluiten. Maar Vanessa, misschien nog een laatste reactie daarop? Ik zal proberen om kort te antwoorden. Au niveau de la transposition de la directive, évidemment, on est évidemment pour une transposition
sans gold plating et telle qu'elle est, la directive a été élaborée au niveau européen, puisqu'elle est déjà quand même assez challenging pour les entreprises. Après, je voulais rebondir sur tout ce qui est formation, employés, etc. La formation des employés sera pour moi aussi importante et il faut le voir comme une opportunité puisque finalement l'innovation, elle va venir de tous les endroits de la société et je pense que c'est important de sensibiliser l'ensemble des acteurs, donc l'ensemble des employés sur les défis en matière ESG pour pouvoir trouver des bonnes solutions parce qu'en fait les solutions elles vont se retrouver par l'innovation et vraiment au sein de l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est important. La communication interne sera importante parce que certaines entreprises vont devoir prendre des décisions et pouvoir expliquer le pourquoi du comment et où est-ce qu'on va. Je pense que c'est important pour emmener tout le monde avec. Donc je suis persuadée que ce lien employeur et syndicat est vraiment essentiel pour que ça se passe bien. Oké, merci beaucoup. Voilà, ik wil jullie ook allemaal bedanken voor jullie actieve deelname aan en betrokkenheid bij het ronde tafelgesprek met de 4 vraagjes. Het heeft de discussie vast verrijkt. Voilà, onze oprechte dank gaat ook uit naar onze 3 dames die de interprofessionele sociale gesprekspartners hier vertegenwoordigd hebben en die hun verscheidenheid aan inzichten en perspectieven hebben gedeeld. Voilà, het is nu 3:05. Ik weet niet of iemand nog een vraagje heeft voor onze interprofessionele sociale gesprekspartners. Anders is het nu de moment. Als dat niet het geval is, dan denk ik dat ik nu graag het slotwoord ga geven aan onze voorzitter, Benoît Bayenet, voorzitter van de CRB, die een aantal conclusies van deze studiedag zal formuleren. Voilà, Benoît, la parole est à toi. Bedankt, Chris. Dames en heren, mesdames en messieurs, sta mij toe nog enkele besluiten te formuleren uit deze hopelijk voor u boeiende en leerrijke studiedag. De FOD Economie heeft u alvast inzicht gegeven in de manier waarop de CSRD-richtlijn in de Belgische rechtsorde zal worden omgezet. Na de goedkeuring van een ontwerpentekst in de ministerraad eind april en het ontvangen van de verplichte adviezen tijdens de zomermaanden, kan het proces om deze CSD-richtlijn om te zetten in Belgisch recht nu worden voortgezet. En we hebben vandaag een paar informatie gekregen. De duurzaamheidsrapportering door ondernemingen kadert volledig binnen de Europese Green Deal, de nieuwe groeistrategie van de Unie. De Green Deal heeft tot doel economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen. Hij moet er ook voor zorgen dat alle regio's en alle burgers van de Unie kunnen deelnemen aan een sociaal rechtvaardige transitie naar een duurzaam economisch systeem. Daarbij mogen geen groepen of plaatsen in de steek worden gelaten. In dat kader wil de CSRD-richtlijn dan ook de kwaliteit van informatie en transparantie over de milieu en de sociale impact van bedrijven vergroten en zo de transitie naar een duurzaam économie réaliseren. De manière générale, nous pouvons affirmer que tout le monde soutient pleinement l'objectif de cette directive. On l'a vu dans le sondage. La directive s'inscrit dans une tendance plus large dans laquelle la durabilité et l'entrepreneuriat durable ne sont plus optionnels, mais sont devenus une nécessité pour la survie des entreprises. Une transition durable entraîne inévitablement son lot de changements, parfois radicaux et compliqués à mettre en œuvre. Pour susciter une adhésion à l'entrepreneuriat durable au sein de l'entreprise, l'implication des travailleurs est essentielle. La directive prévoit d'ailleurs que le management de l'entreprise doit informer les travailleurs, les représentants des travailleurs et discuter avec eux des informations pertinentes. Elle doit aussi discuter des moyens d'obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité.
L'avis des représentants des travailleurs doit être communiqué aux organes d'administration, de direction et de surveillance concernés. Dans la transposition de la directive, le législateur belge prévoit la possibilité d'adopter par arrêté royal des règles spécifiques à cette consultation des travailleurs, des représentants des travailleurs. Aux yeux des partenaires sociaux, au niveau interprofessionnel, cette ouverture laissée par le législateur constitue une occasion unique de prendre les choses en main. En tant que maison de la concertation sociale, le Conseil central de l'économie est compétent en matière d'information et de consultation des conseils d'entreprise. Il se tient dès lors prêt à entreprendre des démarches supplémentaires en la matière au cours des prochains mois, en tenant compte des différentes sensibilités de chacun. Le Conseil central de l'économie est pleinement conscient de la complexité de cet exercice. Il en a d'ailleurs déjà fait l'expérience lors de précédentes discussions. Cependant, nous sommes convaincus qu'informer et consulter les travailleurs sur le processus de transition durable de l'entreprise est crucial pour le maintien de la paix sociale au sein même de l'entreprise. Anderzijds valt niet te ontkennen dat de rapportering verplichtingen die onder andere door de CSRD-richtlijn worden opgelegd, belangrijke administratieve kosten en lasten veroorzaken voor de ondernemingen die binnen het toepassingsgebied vallen en ook de andere. Dit wordt bevestigd in het rapport van Mario Draghi over de toekomst van het Europese concurrentievermogen, dat hij opstelde op verzoek van de Europese Commissie. Draghi benadrukt het gebrek aan afstemming tussen de verschillende regelgevingen en de verschillende rapporteringverplichtingen, waaronder ook de verplichtingen uit de nieuwe due diligence-richtlijn. Er is ook op Europese niveau dan ook nood aan meer richtsnoeren en begeleiding om de toepassing van de complexe regel te vergemakkelijken en de interactie tussen de verschillende regelgevingen en verplichtingen te verduidelijken. Een boodschap die we alleen maar kunnen ondersteunen. De veelgestelde vragen die recent door de Europese Commissie werden gepubliceerd, zijn op dat vlak alvast een stap in de goede richting. Tout cela doit se faire en portant une attention particulière à l'impact sur les petites et les plus petites entreprises. Les grandes entreprises qui entrent directement dans le champ d'application de la directive doivent non seulement publier des informations sur leurs propres activités, mais aussi sur les éléments constitutifs de l'ensemble de leur chaîne de valeur. Pour ce faire, les grandes entreprises devront aussi recueillir des informations auprès des plus petites. C'est ce qu'on appelle le trickle-down effect ou la théorie du ruissellement, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Par analogie avec les normes européennes obligatoires pour la publication d'informations en matière de durabilité par les grandes entreprises, l'EFRAC a développé les VSME, qui sont donc ces normes volontaires pour les PME non cotées. Le marché en a besoin d'un point de vue référentiel et il peut l'utiliser pour les PME pour répondre à la demande de données relatives à la durabilité. Ces VSME répondent à ce besoin de publication de normes. Nous estimons que c'est une bonne chose, vu la nécessité absolue que les PME soient soutenues lorsqu'elles fournissent des informations aux grandes entreprises, aux pourvoyeurs de crédit, aux investisseurs. Dans ce cadre, il est important que ce processus se déroule de manière coordonnée et rationalisée à tous les niveaux de pouvoir. Il existe en effet, peut-être plus en Belgique, un risque de voir apparaître une multitude d'initiatives fédérales, régionales, publiques, privées, telles que des outils, des programmes, des formations qui ne seraient pas convergents et qui ne répondraient pas toutes entièrement aux besoins des entreprises, ou qui récolteraient des informations inutiles ou ne feraient donc par conséquent qu'alourdir les charges administratives pour les entreprises. Lorsqu'on crée un outil, il convient de prendre aujourd'hui les normes de l'EFRAC comme point de départ. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze studiedag. Er rest mij dan nog enkel de spreker van de studiedag uitdrukkelijk te bedanken, als ook alle deelnemers, zowel in de zaal als online.
Uiteraard ook veel dank aan de organisator van deze studiedag, die tot stand kwam dankzij de uitstekende samenwerking tussen het secretariaat van de CRB en de FOD Economie. We hopen alvast dat we u enkele nieuwe inzichten hebben kunnen bijbrengen. We nodigen u graag uit voor een kleine receptie die in de Aalzaal plaatsvindt. Bedankt. Ja, dank u, voorzitter.